Alors, bonjour à tous. Mon nom est Suzy Saint-Cerny. Je suis chercheure à la chaire en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, je vais agir à titre d'animatrice. Donc, je vais être là un petit mot d'introduction. Je vais revenir à la fin pour la période de questions. Donc, bien heureuse de vous accueillir à ce midi-conférence qui est un peu notre entrée à la chaire où on publie une étude et on fait un midi-conférence. On est en septembre, on reprend donc cette nouvelle saison après la pause estivale. Le premier cahier de recherche et le premier midi-conférence donc va donc traiter de protection sociale des Québécois. C'est un cahier de recherche qui a été écrit par Frédéric Allais-Rochon, par Luc Godbout, mais aussi, qui n'est pas présente aujourd'hui à la présentation, par Isabelle Provencher. Je me dois donc de souligner sa contribution essentielle. Isabelle est professeure à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. C'est en quelque sorte notre experte de la protection sociale, des définitions, etc. Donc, je tenais quand même à souligner qu'elle n'était pas là, mais qu'elle fait partie des auteurs essentiels de cette publication-là. Juste avant de vous présenter le contenu de la présentation et comment ça va se dérouler, je fais juste une petite parenthèse pour vous rappeler un peu les prémices de cette étude-là. Quand est-ce que ça a débuté? Ça date pas d'hier, donc on est en décembre 2022. Il y a un article dans la presse sur le filet social des Québécois, est-ce qu'il a augmenté, diminué? Et là, ça fait en sorte qu'il y a une discussion par courriel entre Luc Godbout et moi-même. Donc, on a un échange de courriel pendant cette époque-là. Et on se dit, il faudrait qu'on trouve une façon d'illustrer ça, le filet social, où est-ce que ça en est, d'où ça part. Il y a eu des travaux sur la protection sociale précédemment, mais c'est vraiment pour ce travail-là qu'on vous présente aujourd'hui. Ça date de là. Je vous dirais que, Luc, ça bouillonne souvent dans son esprit, là, et donc on est le 29 décembre et il m'envoie par courriel le titre de ce que pourrait être l'étude et une partie du plan. Donc, on s'entend que c'est pas exactement ça qu'on a aujourd'hui, mais c'est vraiment de là que ça part. Et l'esprit de cet échange-là, de ce moment-là, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec ce texte-là et donc cette présentation-là sur la protection sociale et son évolution depuis 25 ans. Donc, je m'arrête là. Je passe maintenant au contenu de la présentation. Tout au long de la présentation, Frédéric et Luc vont s'échanger la parole, vont donc vous présenter chacun une partie, mise en contexte des concepts de protection sociale, les aspects méthodologiques essentiels à comprendre l'exercice qui a été effectué, les résultats, qu'est-ce que c'est la protection sociale en 2022 et l'aspect évolutif, comment c'était il y a 25 ans et comment on se situe, des éléments de synthèse et de conclusion et bien sûr, on aura le temps d'une période de questions. Donc, je vais céder la parole à Luc Godbout qui va débuter la présentation et moi, je vous retrouve à la fin. Merci beaucoup. Bonne présentation. Public, on disait qu'il ne faut pas oublier la composante fiscale. Donc, on voulait déborder des dépenses budgétaires pour ajouter le fiscal. Cette fois-ci, on va encore plus loin. Donc, au lieu de prendre seulement le gouvernement du Québec, on prend l'ensemble des administrations publiques au Québec. Donc, on inclut le gouvernement fédéral et on inclut également, en plus du budgétaire et du fiscal, on inclut les régimes assurantiels. Donc, c'est un peu ça la suite de nos travaux pour la présente analyse qu'on va vous présenter dans les prochaines minutes. Je reviens un peu avec les questions de recherche sous-jacentes. Dans le fond, quelles sont les dépenses de protection sociale encourues par les administrations publiques au Québec? Donc, une première question. Quelle est leur importance? Une deuxième question. Et comment tout ça a évolué? Une troisième question. Donc on va essayer de décortiquer tout ça. Sans plus tarder, je vais donc laisser mon collègue vous présenter quelques concepts et je reviendrai de temps à autre pour vous présenter certains résultats. Parfait, merci Luc. Donc, de mon côté, là, je vais vous présenter quelques concepts pour notre étude. Donc, afin d'identifier les programmes ayant pour but la protection sociale, on utilise la définition d'Alain Usebi qui va comme suit. La protection sociale a pour mission de faire bénéficier les plus démunis des progrès économiques.
de réduire ou effacer les inégalités liées à des facteurs négatifs qui réduisent les potentialités des personnes qu'ils affectent, d'élargir l'éventail des possibilités de choix offertes aux individus tout au long de leur vie et ce faisant de favoriser l'égalité des chances et de contribuer à la réalisation du bien-être individuel et du bien-être collectif. Donc, la protection sociale comprend diverses interventions publiques pour protéger les citoyens contre des risques économiques et sociaux. C'est vraiment la définition qui est à la base de notre classification. Donc, on a ensuite divisé en 10 objectifs la protection sociale selon la définition qu'on vient de voir. Premièrement, l'État peut vouloir soutenir le revenu des particuliers par le versement d'allocations directes, notamment en cas de perte d'emploi ou encore en soutenant financièrement des organismes qui interviennent localement pour offrir des biens et services de première nécessité aux personnes défavorisées. Ensuite, l'État peut inciter à la prévoyance, à la fois pour faire face aux aléas de l'existence, mais aussi pour sécuriser le revenu après le retrait du marché du travail. On peut penser à des dispositifs fiscaux comme le REER ou le fractionnement de revenus à la retraite. Comme troisième objectif aussi, l'État peut soutenir l'emploi au moyen de services d'aide à l'emploi, favorisant l'insertion au marché du travail ou par d'autres mesures qui incitent au travail. Comme quatrième objectif, l'État peut reconnaître la charge de famille en offrant du soutien financier au CPE et aussi par des allocations versées aux familles. Donc, comme cinquième objectif, on a assuré l'offre de services de santé et de services sociaux. Cet objectif-là de protection sociale, il couvre les programmes qui permettent de maintenir, d'améliorer et de restaurer la santé et le bien-être de la population. Il faut noter que cet objectif ne contient pas la totalité du portefeuille ministériel de la Santé. On a vraiment sélectionné les programmes qui permettaient de prémunir une population contre certains risques sociaux, comme par exemple la maladie. Comme sixième objectif, on a soutenir l'éducation qui peut se faire à travers des régimes de prêts et bourses des gouvernements, mais aussi à travers les différents crédits d'impôt liés à la scolarité. Comme septième objectif, l'État peut répondre à une situation problème. Donc, les programmes et services visant les jeunes en difficulté, le tribunal administratif du logement, les services de soutien aux personnes en situation de vulnérabilité, ainsi que le crédit pour frais d'adoption font tous référence à une nécessaire réponse à une situation problème, qui, si elle n'est pas traitée, peut entraîner des conséquences importantes pour le bien-être des individus ou des familles. Comme huitième objectif, l'État peut améliorer les conditions d'existence de groupes particuliers. Cet objectif, il passe par les programmes et mesures d'aide au logement et de soutien à l'habitation, ainsi que l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap, des personnes autochtones, des militaires, des vétérans et des personnes réfugiées ou demandeurs d'asile. Comme neuvième objectif, l'État peut renforcer l'intégration sociale et promouvoir la participation sociale. Donc, cet objectif, il renvoie à un ensemble de mesures de lutte contre l'exclusion sociale dont font partie les services de francisation, le secrétariat à la jeunesse, le crédit d'impôt pour le mécénat culturel et le vieillissement actif. Et finalement, l'État peut favoriser l'équité et la reconnaissance des droits en passant par des mesures variées, telles que la Commission des services juridiques et d'autres mesures fiscales qui visent à redresser les inégalités de traitement, comme le crédit d'impôt pour les personnes vivant seules ou la déduction pour habitants d'une région éloignée. Donc, on va aussi passer par-dessus. Oui, vas-y. Pendant que Frédéric se prépare à parler des aspects méthodologiques, on peut quand même souligner qu'on se doute bien que les 10 objectifs n'ont pas tous la même importance. Là, on va pouvoir le voir un peu plus loin, qu'il y a des objectifs en termes monétaires qui sont plus importants que d'autres, en tout cas. Exactement. Je te laisse continuer. Pas de problème. Donc, on va passer par-dessus quelques aspects méthodologiques. Donc, on a décidé de prendre l'année 2022 puisque c'est l'année la plus récente pour laquelle les données des 3 types de dépenses de protection sociale sont disponibles. Pourquoi je dis 3 types de dépenses? Parce qu'on prend en considération les dépenses budgétaires, les dépenses fiscales et les dépenses des régimes assurantiels. Donc, chacune des dépenses identifiées comme de la protection sociale a donc été classée dans l'un ou l'autre des 10 objectifs qu'on vient de voir. Puis, si pour la plupart des dépenses, le classement se faisait aisément, pour certaines, le choix apparaissait plus arbitraire devant des objectifs multiples. Puis, qu'est-ce qu'on veut dire par dépenses budgétaires, fiscales et assurantielles?
Ben, les dépenses budgétaires, ils représentent les différents postes de budget dont disposent les ministères et organismes là, pour réaliser leurs activités et leurs investissements. On les retrouve là, pour les gouvernements fédéral et du Québec dans un document qui se nomme les comptes publics. Les dépenses fiscales, de leur côté, ça rapporte généralement à des mesures qui ont pour effet de réduire ou de différer les impôts et les taxes payables par les contribuables. Elles peuvent prendre plusieurs formes, là, dont celle des revenus non assujettis à l'impôt, des déductions dans le calcul du revenu, des crédits d'impôt, des reports d'impôt, même des exemptions de taxes. On les retrouve dans un document là, pour les deux ordres de gouvernement qui se nomment les dépenses fiscales. Puis, les dépenses des régimes assurantiels sont des dépenses destinées à offrir une protection financière de base lors de la retraite, de l'invalidité, de décès ou en cas de période sans emploi. Au Québec, c'est donc ceux que vous connaissez probablement, là, comme par exemple le RRQ ou l'assurance emploi, puis les autres acronymes qu'on voit à l'écran. Donc, on retrouve principalement là, les informations sur ces dépenses-là dans leur rapport annuel de gestion respectif. Donc, une fois qu'on connaît les différentes mesures, il faut construire notre inventaire détaillé. Donc, pour un objectif X, par exemple, on additionne les dépenses budgétaires, les dépenses fiscales, les dépenses assurantielles pour obtenir une somme des dépenses du gouvernement du Québec pour cet objectif. Puis ensuite, on refait le même processus, mais du côté fédéral. Puis bien sûr, là, il a fallu identifier la part des dépenses fédérales effectuées au Québec. Donc, on utilise diverses méthodes lorsque les données là, spécifiques n'étaient pas disponibles, allant par le poids de la population visée, la répartition à partir de statistiques fiscales ou même la base de données, modélisation et simulation de politique sociale. Bien sûr, là, il y a également des dépenses municipales de protection sociale, mais on ne va pas les aborder dans cette présentation-ci. Mais il y a un encadré qui est disponible dans le cahier de recherche qui parle spécifiquement de ce sujet. Donc maintenant, en accumulant chaque objectif là, de cette manière, on obtient une somme de dépenses de protection sociale sur le territoire du Québec. Donc maintenant, je laisse la parole à Luc pour vous présenter les résultats de 2022. Oui, c'est moi qui ai le privilège de vous présenter les résultats de dépenses de protection sociale, donc pour 2022. On ne va pas reprendre les 10 objectifs un à un, évidemment. Là, Frédéric les a déjà présentés. Mais on va quand même revenir sur les deux premiers. Donc, je vous le dis tout de suite, on revient sur les deux premiers. Donc, pour le premier, soutenir le revenu. Quand on regarde là, à quoi ça ressemble, on regarde du côté du gouvernement fédéral. Mais là, on s'aperçoit que juste en dépenses budgétaires, on en a pratiquement pour 20 milliards. Le poste le plus important, c'est la sécurité de la vieillesse, près de 18 milliards. Puis je l'ai surligné parce qu'on va y revenir tantôt quand on parle des dépenses pour la sécurité de la vieillesse du fédéral. Donc, on y revient un petit peu, mais voici du côté fédéral, on est dans cet ordre-là des dépenses budgétaires. Si on va du côté des dépenses fiscales, on ajoute un autre 3,7 milliards, puis vous voyez ici là, les trois principaux crédits, là, ils sont quand même importants. Le crédit pour la TPS, qui s'adresse à l'ensemble de la population selon des critères de revenus. Mais encore une fois, on ramène un peu des critères en lien avec l'âge là, pour la sécurité de la vieillesse, crédit pour raison d'âge, crédit pour revenu de pension. C'est les trois plus importants. Donc, ça nous donne un peu une idée de comment on a colligé les données. Si on va du côté du Québec, on est à 3,5 milliards de dépenses budgétaires, beaucoup en aide financière aux personnes et aux familles. Si on rajoute le fiscal, on rajoute en sous-total, parce que vous allez voir qu'il y en a d'autres, mais on rajoute encore un bon montant. Le crédit d'impôt pour le soutien aux aînés est le plus important. Crédit d'impôt pour la solidarité, le deuxième plus important. Puis vous voyez, on peut facilement atteindre un 4,5 milliards de ce côté-là. Et ici, on a rajouté, on les a séparés, mais les mesures ponctuelles qu'il y a eu en 2022 pour le coût de la vie. Donc, ces trois mesures-là ont été identifiées séparément. Techniquement, si elles avaient été permanentes, on ne les aurait peut-être pas identifiées séparément dans les mesures fiscales. Ça aussi, je les ai surlignées en jaune parce que je veux qu'on y revienne un petit peu plus loin dans l'effet que ça a eu de prendre ces mesures-là en compte. Et il nous restait à voir tout ce qui était, en plus des mesures budgétaires et des mesures fiscales, tout ce qui était les mesures provenant des régimes assurantiels. Vous voyez ici qu'on en a encore pour un autre 10 milliards
passé et on arrive avec un total, quand on regarde l'ensemble des dépenses au Québec, budgétaire, fiscal, régime assurantiel, du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral, on arrive à un total de 48,6 milliards. On peut vous le présenter ici un peu comme Frédéric vous l'avait présenté, 48,6 milliards en soutien du revenu. Puis, quand on regarde ça, 44 de l'ensemble de cet objectif de soutien du revenu est offert par le gouvernement du Québec, 56 est offert par le gouvernement fédéral. Puis si on veut regarder, on s'aperçoit que le budgétaire, dans ce cas-là, représente 48 les mesures fiscales représenteraient 31 et on offre des mesures de protection sociale en soutien du revenu par nos régimes assurantiels à la hauteur de plus de 21 Ça veut dire que plus d'$1 sur 5 en protection sociale pour le soutien du revenu est fait à travers les régimes assurantiels. Ça fait le tour pour notre objectif soutenir le revenu. On va regarder le deuxième un peu plus rapidement, puis après, comme je vous ai promis, on ne les fera pas les 10 un après l'autre. Donc, si on regarde le deuxième objectif, inciter à la prévoyance, bien, là, ici, on peut regarder du côté fédéral. Bien, premier constat, il n'y a pas de dépenses budgétaires pour l'objectif d'inciter à la prévoyance, mais il y en a près de 15 milliards du côté d'Ottawa qui est offert par les mesures fiscales. Si on continue du côté du Québec, même constat, pas de dépenses budgétaires pour objectif inciter à la prévoyance, mais environ 11 milliards qui est offert par le fiscal. Et si on rajoute à inciter à la prévoyance le côté régime assurantiel, on s'aperçoit qu'on a près de 17 milliards qui est offert par les régimes assurantiels. Puis là, on arrive à un total de près de 43 milliards de protection sociale en 2022 pour ce deuxième objectif-là. Encore une fois, je souligne le régime des rentes du Québec parce que je veux y revenir plus tard puis qu'on regarde ça un peu par rapport à d'autres mesures qu'on avait vues pour la pension de sécurité de la vieillesse. Si on regarde encore une fois sous un angle un petit peu plus synthétisé, on s'aperçoit que le 42-43 milliards, dans ce cas-là, est offert aux 2 tiers par le gouvernement du Québec, qu'il n'y a pas de dépenses budgétaires. Et dans ce cas-là, quand on regarde le régime assurantiel par rapport au premier objectif, mais le deuxième objectif est beaucoup plus important en termes de régime assurantiel. Il est à près de 40 qui est offert donc par nos régimes assurantiels. Ici, je reviens un peu sur l'idée, pourquoi je surlignais l'idée de sécurité de la vieillesse qui est dans l'objectif soutenir le revenu, alors que le RRQ est dans l'objectif inciter à la prévoyance. Donc, si vous regardez dans notre analyse, notre classement n'est pas fait par groupe socio-économique. Il n'est pas fait pour dire les aînés d'un côté, les ménages de l'autre. Donc, les mesures qui touchent les aînés peuvent se retrouver dans soutenir le revenu, peuvent se retrouver dans inciter à la prévoyance, puis ils pourraient se retrouver aussi dans favoriser l'offre de soins de santé, par exemple. Donc, ils peuvent se retrouver à différents endroits. C'est important de bien le comprendre là, pour où se retrouvent les mesures de protection sociale. Ils ne sont pas classés selon l'âge de la population, ils sont classés selon différents objectifs. Si je poursuis l'analyse, donc en 2022, le 2 tiers, faible un peu, là, mais 64 c'est des mesures qui ont été conçues par le budgétaire, le fiscal ou les régimes assurantiels par le gouvernement du Québec. Et on est à moins de 36 qui est offert par le gouvernement fédéral. De manière globale, si on le regarde par catégorie de manière d'offrir la protection sociale, du côté du budgétaire, le Québec est à 68 contre 32 pour le gouvernement fédéral. Si on va dans le fiscal, on s'aperçoit que c'est un peu plus partagé. C'est pratiquement 50-50 la répartition des mesures fiscales offertes de protection sociale offertes aux Québécois. Puis si on regarde dans les régimes assurantiels, bien là, on s'aperçoit que la quasi-exclusivité est offerte par le gouvernement du Québec avec 85 des mesures offertes en régime assurantiel. Ça, on part du global, on s'en va pour analyser budgétaire fiscal assurantiel entre le fédéral et le Québec.
Si on revient pour dire, sans égard à qui l'offre, quelle est la proportion dans l'ensemble des mesures de protection sociale, quelle est la composition du budgétaire, c'est près d'1 $ sur 2 de protection sociale qui est offert par le budgétaire. Néanmoins, c'est un peu plus du tiers qui est offert par le fiscal et 18 % qui est offert par le régime assurantiel, et ça, sans égard aux ordres de gouvernement. Et sans surprise, quand on regarde, tantôt je vous disais, ce n'est pas tous les objectifs qui ont le même poids en termes de quantité d'argent consacré pour atteindre l'objectif. Mais quand on prend les 3 premiers objectifs, inciter à la prévoyance, soutenir le revenu et assurer l'offre de services en soins et en santé et services sociaux, on est à 80 % des mesures financières de protection sociale. Donc, c'est quand même important de le regarder sous cet angle-là. Reconnaître les charges de famille est à moins de 10 % et les autres programmes sont également de l'ordre de 10 % combinés. Ici, tantôt, je vous avais mis un peu l'emphase sur les mesures ponctuelles pour le coût de la vie de l'année 2022. Je vous dis ça parce que lorsqu'on totalise en 2022 toutes les mesures de protection sociale, on arrive à 159 milliards, 18 500 en dollars par habitant. Et si on ramène ça en pourcentage du PIB, on sera à 29,2 %. Tantôt, on va faire une comparaison dans le temps pour essayer de voir est-ce que ça a progressé. Évidemment, si notre année de la fin contient 7 quelques milliards de mesures ponctuelles qui ne sont pas là en 2023, on ne voulait pas se faire reprocher d'avoir gonflé l'année de la fin avec les mesures ponctuelles pour faire notre comparaison. Donc, quand on va arriver plus loin, dans notre comparaison, on va prendre le montant de protection sociale excluant les mesures ponctuelles de 2022, bien qu'en 2022, ces mesures de protection sociale-là, les mesures ponctuelles, faisaient partie de la protection sociale. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Frédéric qui va vous donner un peu les balises de comment on a fait le travail pour voir la manière dont tout ça avait évolué. Oui, donc ensuite, là, on va aller voir comment la protection sociale a-t-elle évolué. On fait un recul en arrière, puis je vais vous présenter les résultats. Donc, afin d'illustrer l'évolution de la protection sociale au Québec, on va aller comparer l'année 2022 à l'année 1996. Puis là, pourquoi 1996? Parce que c'est un recul de 25 ans. Puis, cette année-là, il y a eu différents sommets et conférences socio-économiques qui ont mené, par exemple, à la loi sur l'équilibre budgétaire, mais aussi à de nouvelles mesures sociales, telles que l'assurance médicaments, la nouvelle politique familiale, les garderies à contribution réduite, ainsi que le régime québécois d'assurance parentale. Donc ici, je vous représente là, dans forme de tableau, mais vraiment ce que les chiffres que Luc vous a présentés pour 2022. Donc, il n'y a rien de nouveau. Mais par contre, on a exclu les mesures ponctuelles liées à l'inflation pour aller se comparer dans le passé. Donc, on obtient notre 152 milliards que Luc présentait. Puis, on a aussi là, nos 3 principaux objectifs qui sont soutenir le revenu, inciter à la prévoyance et assurer l'offre de services de santé et de services sociaux. Donc, si on refait exactement le même exercice que je vous ai présenté dans l'aspect méthodologique, mais on le refait pour l'année 1996, on obtient alors que c'est les 3 mêmes objectifs là, qui représentent une proportion importante de la protection sociale. Donc, je les répète encore, soutenir le revenu, inciter à la prévoyance et assurer l'offre de services et de santé et de services sociaux, pardon. Donc, bien sûr, là, les chiffres ont été mis à jour, mais ils ont été mis sur la base des dollars de 2022 à l'aide de l'indice des prix à la consommation là, pour se comparer vraiment en dollars de 2022. Donc, on obtient là, que la somme des dépenses de protection sociale pour 1996 est de 71 milliards. Donc, je vous rappelle, on est en dollars de 2022, ça veut dire que c'est le même dollar. Donc, il y a un écart quand même de 81 milliards entre 2022 et 1996. Donc, qu'en est-il de la répartition selon les gouvernements? En 2022, comme Luc l'a présenté, le gouvernement du Québec il prenait une plus grande part de responsabilité de la protection sociale que le fédéral. Mais la différence est moindre
est moins importante là, en 1996 entre les deux ordres. Donc, euh, dans l'étude, là, c'est sûr qu'on va présenter plus en détail la répartition selon les 10 objectifs, mais quand on regarde le global, on voit que en 1996, le Québec il est à peu près à 58 de la répartition, tandis que le fédéral il est à 42 Puis, lorsqu'on se met en pourcentage du PIB, on voit que les dépenses de protection sociale sont restées pratiquement constantes pour le gouvernement fédéral, autour de 10 tandis que pour celles du gouvernement du Québec, ils sont passés de 14 à 18 environ, de 13,6 à 17,9, donc une hausse là, de plus de 4 points de pourcentage là, lorsqu'on regarde en pourcentage du PIB. Puis ici, ben, je vais vous faire un petit sommaire de l'évolution des dépenses de protection sociale. Donc, comme mentionné, l'écart entre 1996 et 2022, toujours en dollars constants, est de 81 milliards. Donc, c'est un écart de 113 Mais là, si on va voir, lorsqu'on le met en dollars par habitant, on passe quand même de 9 960 en 96 à 17 633 en 2022, ce qui est un écart quand même de presque 79 entre les deux. Et en pourcentage du PIB, ben, il y a un écart de 4,4 points de pourcentage entre 96 et 2022. Donc, les dépenses de protection sociale en pourcentage du PIB sont passées de 23,5 à 27,9. Mais lorsqu'on regarde le tout là, par objectif spécifique, donc nos 10 objectifs qu'on a identifiés, ben, il y a seulement l'objectif favoriser l'équité et la reconnaissance des droits qui s'est vu décroître lorsqu'on regarde juste en dollars constants entre 1996 et 2022. Et puis, le constat est le même lorsqu'on le met en dollars par habitant. Donc, malgré la croissance de la population, les dépenses globales là, pour la protection sociale sont supérieures en 2022 qu'en 1996. Mais là, ici, ça devient intéressant parce que, par contre, là, on n'obtient pas les mêmes résultats lorsqu'on le met en dollars, en pourcentage du PIB, pardon. Donc, soutenir le revenu et améliorer les conditions d'existence de groupes particuliers ont diminué lorsqu'on ajuste pour la croissance économique, tout comme favoriser l'équité et la reconnaissance des droits. Mais dans les deux premiers objectifs que je viens de nommer, il y a une croissance quand même, c'est juste qu'elle est moindre que la croissance du PIB. Et voilà, donc je vais passer la parole à Luc pour qu'il fasse la petite synthèse là, un peu de notre cahier. Donc, c'est déjà le moment d'aborder la conclusion, mais comme le dit Frédéric, pas juste la conclusion, on va faire effectivement un peu de synthèse. Et donc, évidemment, la protection sociale, comme vient de le montrer Frédéric, a évolué sur une période de 25 ans, mais certains pourraient dire, mais ça n'a sûrement pas tous les programmes qui ont augmenté. Donc, on va essayer ici de faire ressortir une certaine illustration de cette évolution-là. Donc, dans un premier temps, c'est clair que du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui l'assurance-emploi, qu'on appelait en 96 l'assurance chômage, il y a une diminution. La diminution peut venir de trois différentes sources. La première source, c'est que justement en 1996, en juillet 1996, qui est né l'assurance-emploi versus l'assurance chômage, et là, il y avait des resserrements assez majeurs aux critères d'admissibilité. Donc, c'est clair que juste cet élément-là, il y a eu une diminution de la protection sociale en matière de générosité de l'assurance-emploi. Une deuxième composante qui peut expliquer pourquoi l'assurance-emploi est en diminution au Québec, c'est qu'il y avait un des volets de l'assurance-emploi qui était l'assurance parentale en 1996. Et à partir de la fin des années 90, suite justement au sommet que Frédéric a parlé, bien, il y a eu une revendication québécoise pour que le Québec mette sur pied son propre régime d'assurance parentale et qu'on soit exclu, là, que l'assurance parentale ne soit plus offerte au Québec par l'assurance emploi, ce qui a été obtenu là, à partir de 2006. Et donc, c'est un autre facteur qui explique pourquoi l'assurance emploi est en diminution au Québec. Et évidemment, si vous regardez sur la simple base du taux de chômage, la situation en 2022 est bien meilleure qu'elle ne l'était en 96. Et donc,
quand on compare les 2 années, c'est une explication pourquoi l'assurance emploi est moins importante en 2022 qu'elle ne l'était en 1996. Je vais maintenant aussi vous présenter des sources de croissance, sans rentrer dans tous les détails, mais la composante services de santé est en croissance, notamment parce qu'on a développé à l'intérieur de celle-ci, par exemple, le maintien à domicile et un vieillissement de la population. Ça va faire en sorte que ce volet-là est en croissance. Même chose un peu avec la prévoyance pour la retraite. C'est vrai qu'on a bonifié le régime RRQ, mais il y a aussi, quand on regarde l'objectif de prévoyance, les gens cotisent au régime des rentes, mais on verse par la suite des prestations. Nous, c'est le volet versement en soutien là, qui est considéré dans l'objectif de prévoyance. Évidemment, il y a plus de gens à la retraite en 2022 qu'il y en avait en 1996. Si on regarde des régimes qui ont été modifiés, mais dans le sens de modifier, bonifier, entre 96 et aujourd'hui, on a toute l'allocation canadienne pour enfants, l'allocation famille, des prestations en espèces versées aux ménages qui ont des enfants mineurs. Bien, au fil des années, ces régimes-là ont changé de nom, là, mais ils ont toujours été bonifiés. Il y a le régime des rentes du Québec, j'avais parlé un peu sous le volet prévoyance, mais il y a le régime des rentes du Québec à partir de 2018-19 où il y a eu une bonification, donc les gens vont cotiser davantage en échange de prestations accrues. On ne le voit pas encore parce que c'est un régime capitalisé. Là. Il y en a peu qui bénéficient de cette bonification-là, mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans les années, bien, ce volet-là va prendre évidemment plus d'importance. Il y a le crédit d'impôt pour frais de garde. Techniquement, la transformation de la déduction pour frais de garde dans la déclaration québécoise en crédit d'impôt remboursable pour frais de garde a eu lieu en 1994, mais au fil des années, là, que ce soit 2006, 2019, 2020, il y a eu des bonifications à la générosité du crédit d'impôt pour frais de garde. Donc, c'est tous des régimes de protection sociale qui ont pris de l'importance. Il y a aussi des régimes qui n'existaient pas en 1996, qui se sont ajoutés, qui expliquent aussi pourquoi la protection sociale a évolué de manière positive au Québec. Donc, on en parlait, mais ça n'existe pas en 1996. Assurance médicaments, service de garde à contribution réduite, régime québécois, j'en ai déjà parlé, d'assurance parentale, et un dernier, mais j'aurais pu en nommer plein d'autres, là, mais le soutien aux aînés. Donc, mesure qui est arrivée en 2018 de manière assez modeste par le gouvernement du Québec, qui a été doublée en 2020 et qui a été multipliée par rapport au montant initial par 10 lors des élections de 2022. Donc, c'est des mesures qui n'étaient pas là en 1996, qui sont là, présentes aujourd'hui, qui expliquent pourquoi la protection sociale est plus importante en 2022 au Québec qu'en 1996. Et là, j'arrive à cette fameuse conclusion-là, donc en mot de la fin. Ce qu'on peut rappeler, bien, si on rappelle les objectifs de l'étude, on voulait tracer les contours actuels des dépenses de protection sociale. Bien, on constate qu'ils ont une place importante dans l'économie québécoise. Puis on voulait tracer l'évolution des 25 dernières années. Bien, on constate qu'ils ont une importance accrue aujourd'hui par rapport à il y a 25 ans. Et peu importe la perspective, qu'on considère les dépenses globales, qu'elles soient ajustées pour l'inflation, qu'on tienne compte de la taille de la population, en proportion de notre capacité économique, c'est évident que la protection sociale, de manière globale, s'est accrue au Québec au cours des 25 dernières années. Et ça, bien, on en est bien content. Ça valide une hypothèse de départ qu'on avait. Maintenant, les gens ont quelque chose à lire et pour s'appuyer, pour aller de l'avant en termes d'évaluation de la protection sociale au Québec. Alors, sur ce, je cède la parole à Suzy pour la période de questions, ma foi. Merci, Luc et Frédéric. C'est un tour, c'est un aperçu rapide du contenu de l'étude. Je vous dirais que c'est une étude qui est dense, qui a beaucoup d'informations. Donc, ça vaut quand même la peine d'aller y jeter un coup d'œil aussi en détail. Quelques questions. Une première question.
Luc, je te l'enverrai à toi, le fiscaliste. Est-ce que l'absence d'impôt sur la fortune est une forme de protection sociale pour le Québec? Oh, et c'est dur à répondre. Je ne pense pas qu'on puisse intégrer des impôts comme de la protection sociale. Euh, la protection sociale, c'est plus qu'est-ce qu'on fait avec les impôts collectés. Euh, je comprends là, que s'il y avait un impôt sur la fortune, on peut a priori se fermer les yeux et s'imaginer que ce serait un impôt qui serait progressif, qui aurait une importance plus élevée chez les plus riches et donc qui aurait une redistribution de la richesse. Euh, mais nous, quand on regarde la protection sociale, à part le volet fiscal par les mesures qui sont offertes aux gens, on ne regarde pas de la manière dont les recettes gouvernementales sont collectées. Merci. Très bonne réponse. J'aurais pas su trouver les mots. Moi, j'irais aussi parce que on voit donc une amélioration, puis tu as parlé à un moment donné de vieillissement de la population, de l'importance de la santé. Je te relancerai là-dessus quand même, de dire, est-ce que l'amélioration à cette protection sociale découle justement de cet effet-là ou de l'importance de la santé, ou ça va au-delà de ça? Bien, c'est sûr qu'en mettant dans les 10 composantes de la protection sociale un volet qui est santé, il y a des chances que le budget de la santé augmentant tellement rapidement, plus rapidement que les autres, qu'on dise que la protection sociale va être, comment je dirais, là, va augmenter au même rythme que la santé va être un élément décisionnel dans l'augmentation de la protection sociale. Fait que là, je prends un pas de recul. Je rappelle quand même que nous, ce n'est pas l'entièreté du budget de la santé qui est mis comme un objectif de protection sociale, mais seulement des composantes qui visent la protection sociale. C'est un élément important, mais ce n'est pas l'ensemble du budget de la santé. Cela dit, si on regarde l'évolution que Frédéric a présentée en milliards de la protection sociale, et au lieu de le faire avec 10 objectifs, on le faisait avec 9 objectifs, puis qu'on excluait la santé, bien, la protection sociale aurait également augmenté, tant en dollars constants, tant en dollars par habitant, et tant qu'en mesure en pourcentage du PIB. Je ne veux pas noyer les gens sous les chiffres, là, mais juste sur la base de poids de la protection sociale en pourcentage de l'économie québécoise. Frédéric a montré que c'est passé de 23,5 à 27,9 du PIB. Si on enlevait la santé, ça aurait quand même progressé de 18,8 à 20,7 Donc, oui, la santé et le vieillissement de la population ont une importance explicative dans l'accroissement de la protection sociale, mais l'ensemble des autres objectifs a aussi une augmentation sans égard au volet santé ou maintien à domicile. Là. Une prochaine question, quelqu'un demande dit pour l'aide sociale, on a l'impression que les personnes assistées sociales ont moins maintenant qu'auparavant, surtout avec le coût de la vie. Est-ce le cas? Oui. Excuse-moi, je le sais que c'est toi qui réponds question, mais je soulèverais. Si tu veux une mise en bouche, vas-y. Oui, j'irai avec une mise en bouche. Bien, premièrement, il faut quand même c'est important de faire la distinction. Protection sociale, c'est pas nécessairement juste ce type de dépenses-là, donc d'assistée sociale. Là, Frédéric a présenté l'ensemble des résultats. Fait que l'assistance sociale, ça n'en est qu'une seule partie. Dans l'étude, vous pourrez voir spécifiquement pour ça comment ça a évolué. Et pour moi, c'est pas si clair qu'il y a vraiment une diminution avec les années. Il peut y avoir une impression, mais j'oserais pas me prononcer spécifiquement sur l'assistance sociale. Puis on a quelqu'un dans la conversation qui dit qu'il y a eu, en fonction de l'IPC, ça n'a pas réellement diminué avec le temps. Est-ce que tu veux compléter ou oui, je peux essayer de compléter. Si on regarde strictement le budget de l'aide sociale en 1996 versus aujourd'hui, puis qu'on regarde l'importance, oui, le budget de l'aide sociale va avoir diminué en 2022 par rapport à 1996, mais en 1996, allez voir le nombre de personnes sur l'aide sociale dans la population québécoise était beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Donc, il
il y a un montant qui était plus important, mais il était tellement plus nombreux à se partager ce montant-là que par habitant, on peut pas dire, on ne pourra pas arriver au même constat. Un autre élément aussi de modernisation de l'aide sociale, bien, si on est rendu, bon, en 2022, techniquement, je pense que c'est arrivé en 2023, là, mais on catalogue maintenant 3 types de programmes d'aide sociale et il y a un revenu minimum de base qui est offert à certains d'entre eux. Ce programme-là va être beaucoup plus généreux pour ceux qui y ont accès en 2023. Vous allez me dire, oui, mais Luc, tu sors du 2022, là, mais par rapport à ce qui était offert en 96. Après ça, comme Suzy le révélait, les gens sur l'aide sociale, ils n'ont pas juste le montant d'aide sociale, ils ont le crédit solidarité, ils ont le crédit TPS. Je ne m'aventurerai pas sur le crédit TPS, mais sur le crédit solidarité, manifestement, ce crédit-là, aujourd'hui, est plus généreux que les crédits qui l'ont remplacé, qui pouvaient exister en 96. Donc, c'est tous des facteurs qui peuvent contribuer. Mais encore une fois, dans l'étude, on les a classés par objectif et non pas par clientèle. Et donc, si vous cherchez les mesures pour aînés, vous allez être obligé de chercher dans plusieurs objectifs. Si vous cherchez les trucs pour l'aide sociale, pour les assistés sociaux, effectivement, ça ne sera pas juste dans un objectif. Le travail n'a pas été classé par bénéficiaire, mais plus par objectif. Ça aurait multiplié l'analyse si on l'avait fait ici, mais c'est intéressant quand même de s'y intéresser. Merci. Une autre question ou un commentaire. Le budget, on dit, le budget du Québec en 96 comparativement à 2022, donc toujours si on comparait en même dollars, doit aussi avoir évolué. C'est donc une question de choix. Donc, quelqu'un dit, est-ce que ça devrait est-ce qu'on devrait informer nos lecteurs de ça? Je pense que ça en fait partie, là. Donc, oui, mais c'est intéressant quand même, parce que puis là, je pense que les gens ont parlé du budget du Québec. Là, techniquement, nous, on analyse les dépenses au Québec cette fois-ci, donc on est un peu plus large. Mais si on regarde le poids de la fiscalité, donc c'est de l'argent qu'on collecte pour les payer toutes les dépenses, mais y compris celles de protection sociale, le poids de la fiscalité, il n'est pas plus élevé en 2022 qu'il ne l'était en 1996. Il n'a pas dû varier beaucoup cependant, mais je me rappelle que 2000 était le sommet du poids de la fiscalité. Donc 96-2022, à la limite, il est légèrement plus faible en 2022. Après ça, quand on regarde l'ensemble des dépenses faites au Québec par l'ensemble des administrations publiques, c'est à peu près égal entre 96 et 2022. Par contre, il y a une composante vraiment intéressante qui a diminué, c'est qu'avec les déficits qu'on avait faits dans les années 60, 70, 80, 90, les intérêts qu'on payait sur la dette en 1996, avec les intérêts aussi qui étaient plus élevés, mais étaient beaucoup plus importants dans l'ensemble des dépenses qu'on faisait qu'en 2022. Si bien que si le poids des dépenses est resté à peu près le même entre 1996 et 2022, on dépense beaucoup moins en intérêts sur la dette en 2022 qu'en 1996, et ça nous a permis d'augmenter notre protection sociale sans devoir augmenter le poids de la fiscalité. Et donc, il y a comme un cercle vertueux. Ça veut dire, si on se ramène en 1996, on disait, à l'époque, il y avait des sommets socio-économiques sur le fait que oui, il faut retrouver l'équilibre budgétaire et ça allait amener une certaine contrainte budgétaire à court terme, mais en même temps, il y avait des gens qui voulaient plus de protection sociale et qui l'ont fait entendre. Et une fois l'équilibre budgétaire, peu à peu, les intérêts sur la dette ont diminué et peu à peu, la protection sociale a remplacé en partie. Je ne suis pas en train de dire que c'était conscient à l'époque, mais c'est ça qu'on peut regarder en refaisant l'histoire à l'envers. De toute façon, ça a dégagé une marge de manœuvre qui a permis de faire des choix de dépenses autrement que les intérêts, là, notamment en protection sociale. Et ça, je suis assez convaincu que le ministre des Finances des années 90, quand on lui cognait à la porte et qu'on voulait s'entretenir avec lui pour bonifier les services publics québécois, le ministre avait quand même assez peu d'écoute parce que lui, il dit, moi, j'ai un budget à rééquilibrer puis ça va être dur. Peut-être qu'on pourrait dire c'est la même chose du M. Girard en 2024, mais entre les deux,
il y a eu des années où l'équilibre budgétaire était atteint et il y avait plus d'écoute du ministre des Finances pour bonifier les services publics. Et ça, c'est donc le côté positif de l'équilibre budgétaire. On peut donc plus facilement bonifier les services publics dans un tel contexte. Une question pas facile non plus, mais intéressante. Existe-t-il un indicateur ou un indice qui mesure l'effet des dépenses de protection sociale sur la réduction des inégalités? Pas Non. facile, en effet. Je pense que la réponse est non. Oui. Plus de protection sociale ne veut pas nécessairement dire moins d'inégalités, on pourrait le souhaiter, puis c'est pas comme tel mesuré. Est-ce qu'il en existe dans la littérature? Nous, il n'y en a pas dans notre document à cet égard-là. Non. On a une vieille étude, remarque, qu'on avait fait sur la réduction des inégalités et le poids de la fiscalité. Et dans le volet 2 de cette étude-là, on regardait quand même certaines mesures. Est-ce que qu'est-ce qui contribue à réduire les inégalités? Puis manifestement, les pensions de sécurité de la vieillesse et autres programmes comme ça contribue à réduire les inégalités. Mais on n'a pas d'études comme telle. Vous avez parlé d'indices où chaque point de pourcentage d'augmentation de la protection sociale en pourcentage du PIB contribuait à réduire les inégalités de X. Ça, j'ai jamais vu ça, là. Merci. Excuse-moi, j'étais comme bloquée dans mes autres questions. Trois questions. Y aurait-il un intérêt pour décortiquer le nombre de bénéficiaires et les prestations moyennes par bénéficiaire de programme? C'est sûr que ça pourrait être des travaux futurs. On ne rentre pas dans ce détail-là. Comme je disais, c'est intéressant. Je pense que je vais prendre 2 minutes pour rappeler que dans l'étude, on a des tableaux très complets qui vous montrent quel programme on a utilisé, dans quel objectif, avec le chiffre, le nom au long du programme. Donc, vous pourrez aussi voir vraiment le détail et dire, peut-être que moi, mon choix ne serait pas de le placer dans cet objectif-là. Donc, il y a une cohérence qui a été effectuée, notamment par Isabelle Provencher avec nous à cet égard-là, pour que chacun des programmes soit bien identifié dans chacun des programmes, dans chacun des éléments. Et à partir de là, vous avez un paquet d'informations et de données pour faire un peu d'autres analyses, finalement. On ne peut pas s'engager aujourd'hui à dire on va reprendre ce classement-là 2022 et 1996 puis essayer de le classer par bénéficiaire. Ça serait intéressant. Si quelqu'un veut prendre le relais, ça serait intéressant. Mais effectivement, de l'analyse socio-démographique, ça amènerait une complexité nouvelle. Mais bon, quelqu'un qui voudrait classer par aînés, principaux bénéficiaires, là, ça serait, à vue de nez, ça serait aînés, chômeurs, assistés sociaux. Mais là, il faudrait descendre. Là, il y a aussi ménage, il y a aussi, c'est ça, famille, je pourrais dire, avec enfants, etc. Il y a beaucoup d'échanges dans la conversation, puis je ne les nommerai pas. Je pense que les gens pourront y avoir accès là, parce que les gens ont des idées de recherche future. Je pense qu'il y a un intérêt certain sur l'ensemble des données et on s'en va, entre autres, un peu dans le micro, là, dans l'analyse plus spécifique, qui serait fascinante aussi, un peu comme tu le disais. Est-ce que, juste avant de finir, tu aurais quelques éléments supplémentaires que vous voudriez ajouter, Frédéric, Luc, sur notamment, en effet, le contenu ou d'autres éléments en lien avec soit les définitions ou peu importe? Non, je pense que ça fait vraiment le tour. Je veux juste leur préciser, là, parce que des fois, les gens écoutent la conférence, mais n'ont pas le temps d'aller lire l'étude dans le détail. Là, mais quand on parle de santé, ce n'est pas le budget de la santé qui est pris. Quand on parle d'éducation, ce n'est pas le budget de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui est pris, c'est seulement des composantes. Frédéric l'a bien mentionné, là, mais parce que sinon, on savait bien que c'était équivalent à dire comment évolue le budget du Québec. Ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Là. On voulait vraiment cibler à des mesures de protection sociale. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un travail entre guillemets, Frédéric et Isabelle, mais de moine, d'aller voir les comptes publics, de décortiquer. Il y a des programmes à 3 millions là-dedans, puis il y a des programmes à plusieurs milliards. Là. Donc, il fallait vraiment les décortiquer. Et ce que Suzanne a dit, quand même, ce qui est important, c'est
au-delà de la classification et tout, c'est la cohérence qu'il y a eu dans le travail pour qu'on puisse comparer les 2 années. Donc, non, je terminerai ici. Et à remercier les gens qui. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus, là, donc depuis la période estivale, mais de vous savoir aussi nombreux à vous inscrire à nos midi-conférences et à participer et à poser des questions. Bien, nous, c'est une partie de notre récompense et donc, ça nous motive à faire d'autres activités. Ben, merci Luc, merci Frédéric et donc comme Luc le disait, merci à tous et à la prochaine. Restez au courant et j'ai mis dans la conversation le lien vers l'étude, mais sinon c'est facile à trouver à partir de notre site directement. La captation vidéo, la présentation PowerPoint seront rendues disponibles également sur le site pour ceux que ça intéressera. Alors merci et on vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.